C'est l'émission d'après victoire du Paris Saint-Germain, l'émission d'après qualification du Paris Saint-Germain en dépend de Liverpool, l'émission d'après exploit du PSG. Exploit ou pas d'ailleurs? C'est la question qu'on va poser aux personnes qui sont derrière moi. Ils sont trois hommes. Sans coup fin, on va bien sûr leur poser la question, analyser, débriefer cette qualification historique du Paris Saint-Germain face à Liverpool. C'est le début de l'émission, bienvenue dans la zone. Le football, il a changé. C'est fini. Vous avez un style, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous. Vous les avez déjà un petit peu entendus. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont chauds tout autour du plateau. Grosse émission, bien sûr, parce qu'on est 48 heures après la victoire du Paris Saint-Germain à Anfield contre Liverpool. Et puis aussi parce qu'on a réuni deux anciens adversaires, deux anciens coéquipiers aussi, deux potes, Jérémy Ménez, Ricky Fati, sont avec nous ce soir. Ça faisait un petit moment d'air, qu'en plus qu'ils n'étaient pas venus. Et puis le Loustic. Et qu'on ne s'est pas vu aussi. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que vous étiez pas vrai. venus. Ouais, ça fait longtemps. Pas mal de temps. C'est aussi ça, depuis la la Regina. Depuis l'Italie, ouais. Depuis Reggio. Donc ça fait quoi, 4 ans? 2 ans. 2 ans. Ah, 2 ans. Ah ouais, donc moi je... Mine de rien, ça passe vite. Ah ouais. En présentiel, 2 ans. Vous étiez vraiment fâchés, quoi, genre. Jamais de la vie. Les aléas de la vie font qu'après. Ah oui, bien sûr, on a tous maintenant une vie, un planning. Jo que depuis maintenant. Non, mais non, Si, tu vois ce que je veux dire. Oui. Bon, Jo, comment ça va? Moi, ça va, je suis soulagé. Libéré, heureux, délivré. Libéré, délivré, tout ce que tu veux. Tu ne mentiras plus jamais. Jamais, bien sûr. jamais. Messieurs Ricky, Jérémy, très content de vous retrouver déjà personnellement et puis de vous voir un petit peu ensemble. Ça va? All is good? All is very good. Et non, tout va bien, content d'être là. Et en plus, ça fait un petit moment. T'as reçu combien de messages pour pas mal. J'ai dû Beaucoup répéter en plus plusieurs fois pourquoi. Voilà, vas-y, alors dis-le une fois pour toutes, comme ça les gens arrêtent. Oui, voilà, attends, Jérémy, Qu'est-ce qui s'est passé voilà. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. Normal, déjà. Tu as eu la chance quand même d'être à Anfield pour assister à ce match qui s'annonçait légendaire et qui est devenu légendaire. Et au bout, je crois, de la 60e ou 70e, 75e. Voilà. Tu t'es fait virer du stade avec d'autres copains, bien sûr. Ouais. Explique-nous tout. Ouais, en fait, c'est qu'à partir de la 70e, et la police et les stadiers sont venus nous sortir du stade. On était au moins une quarantaine de supporters français dans la zone où on était. Et question de sécurité, ils nous ont demandé de sortir du stade tout simplement. Donc tous les supporters français, on était à peu près une quarantaine. Parce que vous étiez dans la tribune anglaise. Anglaise, c'est ça. Ouais. D'accord. Et par rapport à ce qui s'était passé il y a 2 ans au Stade de France, etc. Mais apparemment, ça arrive quand même fréquemment dans les stades anglais. Donc voilà. Oui, c'est d'un point de vue vraiment sécuritaire. Donc il n'y a pas Il n'y a pas eu d'échauffourée, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de trucs. Non. Donc, et t'as regardé où la suite du match? Bien gentiment à l'hôtel et avec mon petit coca bien frais. Donc on a porté bonheur au PSG. Donc, t'as eu la chance. Et juste de l'intérieur, ça devait être incroyable. C'était un truc de fou. Ouais, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Le début de match avec la chanson et tout, c'était incroyable. Mais je m'attendais à beaucoup plus d'ambiance quand même. Ah, mais les gens pensent que c'est la folie, mais c'est magnifique au début du match. Et après, il y a après, c'est calme. Ouais, c'est calme. Anfield, c'est pas la plus grosse ambiance d'Europe. Hein. Mais déjà, on me disait que c'est quoi? C'est le Celtic Park. Le Celtic Park aussi qui chante le You Never Walk Alone. On m'a dit que c'était bien plus chaud. Je sais pas si c'est le terme, mais. Ouais, mais même Dortmund l'année dernière, on a vu Paris. On n'entendait que les supporters parisiens à Dortmund pour le match aller, la demi. Et... Pareil là. Hein. Mon Ricky, toi aussi ça va? Très bien, ouais, content. Un peu comme Joe, soulagé, parce qu'on a enfin brisé ce plafond de verre. Oh la vache, on arrive au quart de finale. Enfin, là, c'est un nouveau palier qui arrive devant les Parisiens. Donc, non, c'est bien un bel exploit, un très très beau match. Enfin, un bon match. Oui, c'était un bon match. Intense, en tout cas. Ouais. Et voilà, une belle qualif au bout. Donc, on peut être content pour les Parisiens. Avant de rentrer vraiment très précisément dans la rencontre, on va profiter un petit peu de vous avoir. Quand même, vous avez fait 2 équipes ensemble, l'AS Rome et la Regina. Ouais. Un petit souvenir commun, ensemble. Ricky, c'était comment de partager le vestiaire de Jérémy et après c'est le moment de régler les comptes là. Ouais. Il m'a saoulé un moment, il aurait pu me faire la passe. Non, en vrai, pour connaître les deux, c'est vraiment. Non, après, ça m'étonnerait vraiment. C'est particulier parce qu'avec Jérémy, en plus, on se connaît depuis tout jeune. Tout jeune, il vient de Vitry-sur-Seine, moi je viens de Cheville-la-Rue. On ne s'est pas forcément côtoyé, mais on vient du même coin. Et puis on s'est côtoyé en équipe de jeunes. Et puis le fait qu'on se revoie à la Roma et à la fin sur la Regina, pour moi c'était que du kiff. Hein. On connaît tous le talent de Jérémy. Et moi, je regardais un peu de loin, de derrière, donc c'est toujours un kiff d'avoir évolué avec lui. Donc pour moi, il n'y a que du positif. Jérémy, bon coéquipier, Ricky? Ouais, non, pareil, un humain
Un humain très attachant et que je connais depuis pas mal d'années maintenant. Donc c'est sûr que moi, quand j'arrive à l'AS Rome et j'ai 19-20 ans, je crois, quand j'arrive et je vois Ricky et Philou Mexès, donc ça me fait énormément plaisir et ça me facilite aussi mon intégration. Ouais. Donc voilà, et puis après, des années plus tard, on se retrouve à la Regina. Comme quoi, la vie est pleine de surprises. Ouais. On peut pas forcément imaginer qu'on se retrouvera à la Regina en Série B. Donc voilà, la vie est pleine de surprises, de belles surprises. Et je suis content d'avoir joué avec Ricky et de faire partie de son petit entourage lointain, on va dire, parce qu'on ne se voit pas tous les jours, mais en tout cas, on s'apprécie beaucoup. Et là, vous vous retrouvez sur le plateau. La troisième fois que vous êtes coéquipier dans la zone, c'est magnifique. C'est ça. Bon, on va parler évidemment de cette rencontre, de ce match plein d'intensité. C'était incroyable, un suspense à rude épreuve, à toute épreuve, remporté, quand même, il faut le dire, par le Paris Saint-Germain. Tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat et c'est Jo qui va commencer par répondre à cette question. Est-ce que c'est un exploit, mais voilà, est-ce que c'est le plus grand exploit du Paris Saint-Germain? Alors, je ne sais pas si c'est le plus grand exploit du Paris Saint-Germain. Pour moi, battre le favori, parce que avant le tirage au sort des huitièmes, le favori de la Ligue des Champions au bookmaker, c'est Liverpool. C'est la meilleure équipe d'Europe. Tout le monde dit Mohamed Salah va être Ballon d'Or. Ils écrasent la Première Ligue. Pour ce que ça vaut, en tout cas, c'était les favoris. Il termine premier de la phase de Ligue aussi. Exactement, il termine premier de la phase de la Ligue. Maintenant, Paris a explosé pendant l'hiver. Liverpool a été un tout petit peu moins intense dans ses... Vraiment, c'est le mot intense, je trouve, qui est important. Beaucoup moins physique dans ces matchs. Et pour moi, si Paris sort le favori pour la Ligue des Champions, même si c'est un huitième, et je trouve que c'est le plus gros exploit. Il y a eu le Real, pour moi, ça se joue avec la tête de Camboiré face au Real. Ouais, parce que Paris n'était pas du tout favori non plus. Et là, je trouve qu'il s'est passé quelque chose d'important pour l'histoire du Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain de QSI a enfin inversé une tendance, a enfin dépassé les attentes, a enfin réussi à ne pas craquer quand ils allaient craquer, a enfin beaucoup de choses. Bon, c'est mon avis. Alors, c'est vrai que, Ricky, je te pose la même question, mais juste quand même pour comparer. Donc, toi, tu parlais de cette... C'était quart de finale, je crois, quart de finale 93 avec le casque d'or de Comboiré. On pourrait mettre le match de la saison dernière aussi à Montjuïc à Barcelone, où il y a le 4-1 quand même en terre barcelonaise. On pourrait mettre quoi à Stamford Bridge avec le 2 partout à 10 contre 11 de Thiago Silva, David Luiz. C'était au Bucarest aussi pour le 4-0 à l'année dernière aussi. Oui, l'année dernière, c'est ce que je disais. Est-ce qu'il y en a d'autres là en tête qui me reviennent? Peut-être pas forcément. Après, quand on parle... la victoire à Munich aussi. Il y a Munich, exactement, c'est ça. Après, quand on parle d'exploit, c'est vrai que c'est un exploit, on va dire, si je peux le dire ainsi, footballistique, parce que voilà, c'était un match compliqué à Anfield, un but à rattraper. En plus, il y avait aussi l'élément aussi psychologique, parce que prendre un but à la 95e au Parc, c'est compliqué. Et il y a aussi l'exploit, on va dire, émotionnel. C'est ça qui procure des émotions aux supporters. Camboiré, même si c'est pour les plus anciens, Camboiré, c'était une émotion extraordinaire. Mais moi, j'étais tout petit, mais on s'en souvient, je pense, tous ici. Alex, je sais pas, mais en tout cas, moi... J'avais 2 ans. Voilà, moi, j'avais 5-6 ans, mais je vous promets que je m'en souviens. Même Bruno Ngouti. Alors, certes, c'était pas le plus grand des matchs à l'époque, mais quand le PSG soulève sa Coupe d'Europe en 96, c'était un exploit, mais émotionnel. Là, Anfield, l'ère QSI, vu que nous, on était surtout habitués aux désillusions, aux remontadas, aux défaites, aux éliminations assez, on va dire, frustrantes. Là, pour le coup, c'est un vrai exploit, mais dans le football, parce qu'il y a eu des répondants, il y a eu des très beaux exploits de Donnarumma, ça, on va y revenir, mais oui, c'est le plus grand exploit. Moi, je parle en termes sportifs, et émotionnels, on peut en discuter. Toi, Jérém, je te sens pas forcément convaincu par ce terme d'exploit du PSG. Non, si, je rejoins un peu Ricky. Je pense que c'est une victoire prestigieuse, dans le sens où Paris, ça fait pas mal d'années qu'ils visent la Ligue des Champions, ils n'ont pas réussi, on connaît un peu toutes les mésaventures parisiennes. Et tous les ans, on attend ce que va faire le PSG. Et là, le PSG a été attendu au tournant et a su répondre présent et de belle manière. Parce que sur les 2 matchs, Liverpool a été plus fort à Liverpool que ce qu'a été Liverpool au Parc des Princes. Donc, oui, c'est un bel exploit. Prestigieux. Maintenant,
Maintenant, il faut faire attention parce que le piège, justement, c'est peut-être trop de s'enflammer maintenant et il reste encore pas mal de matchs. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais ce n'était, je mets des guillemets, que le 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est ça, on en parlait un peu avant le début de l'émission, mais c'est ça qui est un peu frustrant dans le soulagement, c'est que finalement, tu n'es qu'en quart de finale. Et tu as vécu peut-être un des plus grands moments. Parce qu'on sait aussi que tu deviens une grande équipe en faisant des choses comme ça. En allant plus loin, à chaque fois. Tu deviens, vous savez beaucoup mieux que nous, un joueur, un grand joueur, un très bon joueur, un grand joueur en passant des paliers comme ça. Et je pense que, on en parlera, bon, on va en parler maintenant, parce qu'on va arrêter de dire on en parlera, mais il y a des joueurs qui, sur ce match-là, sur cette double confrontation-là, sont devenus, qui étaient des très bons joueurs, très vite, presque des grands joueurs. Je pense à Pacho, notamment, qui... Ça fait longtemps, ça fait depuis le début de la saison qu'on dit que c'est un très bon joueur, mais au bout d'un moment, tu es obligé de le dire, il est encore plus fort. Il a pris Haaland, il prend machin, il prend tous les mecs de Liverpool qui sont censés être la meilleure équipe d'Europe, il perd pas un duel, il fait un sauvetage, je crois, sur la ligne aussi. Enfin, à un moment donné, elle est où ? Il se positionne où ? Dans le classement des meilleurs défenseurs européens, presque, tu te dis, tu vois. C'est clair, en plus, moi j'ai le souvenir, les dernières saisons avec le PSG, on avait tendance à dire on verra en février, on verra après l'hiver qui va passer, on verra qui va être prêt à l'instant T. Aujourd'hui c'est l'instant T, moi on est en plein mois de mars, 8e de finale contre la meilleure équipe d'Europe, il faut le dire. Et oui, les Pacho, les Vitinha, João Neves, ils ont livré, ils ont été vraiment costauds. Donnarumma qui a montré aussi qu'il était malgré tout un très grand gardien. Nuno Mendes. Nuno Mendes, ça a été costaud. Donc c'est vrai que là, il y a cette notion de palier qui est franchie. Mais comme Jérémy l'a dit, par contre, il va falloir confirmer quart de finale. Alors certes, c'est que Aston Villa, entre guillemets, mais c'est un quart de finale et on connaît ce fameux plafond de verre des quarts de finale chez les Parisiens. Puis face à Aston Villa, c'est aussi les retrouvailles entre Luis Enrique et Unai Emery. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était dans la fameuse remontada. Après, je dirais que maintenant, ce qui a la différence, c'est que maintenant, les Parisiens ont conscience qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent battre les grandes équipes. Et ça, dans la tête, c'est un gros avantage, je pense, par rapport aux années précédentes où il y avait peut-être un peu de retenue, un peu de peur. Et là, on sentait que cette année, il y avait beaucoup de confiance et que le PSG en était capable. Maintenant, il fallait le prouver. Et là, sur les 2 matchs, le PSG mérite amplement sa qualification. Et maintenant, je pense qu'ils ont pris conscience qu'ils peuvent le faire. Donc maintenant, c'est à eux de jouer. Je pense qu'au niveau de la confiance, ça va leur apporter beaucoup cette victoire. Déjà, dès la fin du match aller, où on entend Vitinha qui dit « Vous inquiétez pas, on va se qualifier au match retour et tout », c'est qu'en fait, peut-être la prestation un petit peu du match aller, là, ils avaient pris conscience au-delà du résultat qui n'était pas forcément en leur faveur. Mais à votre avis, le déclic, c'est quoi ? Est-ce que c'est le comeback face à Manchester City, où ils perdent 2-0 à la 65e et finissent par l'emporter 4-2, ou la défaite, je mets des guillemets, un petit peu fondatrice contre le Bayern Munich, où ils se sont dit oula, dans quelle direction on va ? Est-ce qu'il y en a un des deux qui a été plus déclic que l'autre ou pas ? Plus City quand même. City, on a vu un déblocage à la fois chez Barcola qui était moins bon pendant quelques semaines, et surtout sur Dembélé. Dembélé, faut vraiment se rendre compte, Dembélé, en 2 mois, il met 21 buts. Ouais. Vous vous rendez compte, 21 buts en 2 mois ? C'est autant que ces 2 ans Combien de matchs au PSG. Il jouait tous les 3 jours, parce qu'il y avait même la Coupe de France, il jouait pas le match contre Saint-Brieuc, je crois, il joue pas. Il rentre en jeu. Ouais, il rentre en jeu. Ouais. Mais tu vois, 21 buts en 2 mois, c'est fou. C'est une folie quand même. Et puis même, 21 buts, on parle, si le PSG va plus loin, on parle même de Dembélé, pourquoi pas, Ballon d'or, bien Ballon sûr. d'or. Ouais. Donc, de l'année dernière à cette année, il y a un monde, presque un monde entre le PSG. Donc je t'ai dit, c'est... Et puis peut-être que la victoire de City a réveillé quelque chose dans le PSG, mais après je dirais que c'est plus un travail à long terme de Luis Enrique qui depuis l'année dernière. Oui, c'est ce qu'on se retient de dire. Et que les résultats arrivent petit à petit. Parce qu'encore une fois, quand on parle de football, quand on parle de projet, ça ne se fait pas en 2-3 semaines, ça se fait sur du long terme. Et là, c'est ce qui est en train de faire Luis Enrique avec son PSG. Bon, j'enfonce une porte ouverte, mais cette victoire, c'est celle de Luis Enrique. Peut-être pas à 100%, mais... C'est la victoire du football, c'est la victoire du jeu. C'est la première fois qu'on voit une équipe, déjà du PSG, mais à ce point-là, s'imposer par le jeu. Et avec de la confiance. Donc c'est vraiment la confiance dont on parlait, que je pense qu'il a instauré aux joueurs. Même à la mi-temps de la prolongation, tu le vois.
il prend chaque joueur, il est habité par un truc. J'avais des frissons, vraiment. Alors que... Il y a cette image, je te coupe, mais cette image, Manis, tu peux la mettre où tu vois Luis Enrique en train de motiver ses joueurs juste avant les tirs au but, la séance de tirs au but. Cette scène, elle est incroyable, on le voit, et tous les joueurs, ils sont comme habités. Ouais, c'est ce que tu veux dire, Luis Enrique qui a su tout ça. Ouais. Bien sûr. Après, voilà, c'est la victoire du jeu. Moi, ça me fait vraiment penser au Barça, quoi, au grand Barça, où tu avais vraiment des principes très clairs. Alors, visiblement, bref, très clairs quand même. Il y a beaucoup de gens qui doutaient à un moment donné parce que ça a été difficile, mais le contenu des matchs, même quand ils perdaient contre l'Atlético, même quand ils font nul contre le PSV par rapport à la saison dernière, le contenu il est brillant. Ouais. Il y a un milieu de terrain qui lave toutes les équipes depuis 6 mois, quoi, depuis le début de la saison. Même s'ils ne gagnaient pas des matchs de poule, la domination du milieu de terrain, elle était stratosphérique. C'est pour cela, moi, je pense pas qu'il y ait vraiment un déclic. Je pense que c'était une confirmation de base établie depuis son arrivée, en fait. Parce que Ils étaient en contrôle continu, quoi. C'est ce que tu en fait, ouais, non, vraiment, ils étaient vraiment en construction. Ils étaient en train de bâtir leur saison tranquillement. Ils savaient pertinemment que ça allait jouer après l'hiver. Alors, oui, il y a des accros en début de saison, quand on a commencé à tirer sur l'équipe, à tirer sur les joueurs, sur le coach. Mais là, force de constater que Luis Enrique savait ce qu'il faisait. Il s'est, entre guillemets, débarrassé de gros égos, de stars, parce qu'il savait que le salut allait arriver par le collectif. Et on l'a vu on l'a vu à Liverpool. Malgré la défaite au match aller, c'est le collectif qui l'a emporté. C'est un très gros gardien, c'est des très bons défenseurs, des milieux de terrain qui lavent tout le monde. C'est vraiment un collectif. Il ne s'appuie pas vraiment sur une force individuelle. Et c'est la grande différence de PSG par rapport aux dernières saisons, quoi. Et le gros boulot de Luis Enrique, là où on peut vraiment lui tirer notre chapeau, c'est quoi? C'est d'avoir insufflé vraiment cette philosophie, cette identité de jeu, ou alors plutôt d'avoir... j'ai pas envie d'utiliser le terme de révéler, mais d'avoir fait de bons joueurs, de très grands joueurs. On les a cités. Mais... Dembélé, c'est flagrant quand même. Dembélé, on peut revenir sur lui à l'infini parce que personne n'a jamais réussi à tirer la quintessence de son talent. Et là, on se rend compte, en fait, moi, je dis la vérité. La marge, elle est je pensais pas qu'il y a 6 mois qui était à... Oui, mais je pensais pas qu'il y arriverait un jour. Et je pense vraiment m'être trompé parce qu'il m'a montré que je me suis trompé. Tu vois, je pensais pas... Vu qu'il n'a jamais réussi à passer ce truc-là, je ne pensais pas qu'il y arriverait, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai encore plus de respect pour le travail du staff, pas que Luis Enrique, du staff en général, et même de ce qui se passe dans le vestiaire. Tu sens que c'est des mecs qui sont supporters du PSG. Ils ont vraiment ça. Tu les vois, quand tu vois un Désiré Doué sur le but à la 11e minute, qui est déjà au bord du terrain, en train de sauter, que tu vois, et le mec n'est pas titulaire, les remplaçants vraiment, mais imprégné de la victoire, concerné tout. Tu te dis qu'il se passe, comme tu disais tout à l'heure, il se passe quelque chose. On l'a vu l'année dernière à Barcelone, il se passait quelque chose déjà. D'ailleurs, il y a un élément qui est révélateur. Moi, je reviens sur les propos de Randal Coloboni il y a quelques jours, quand il était interviewé, je sais pas, par la Gazzetta, et qui dit oui, en fait, Luis Enrique... c'est vraiment un bon coach. C'est peut-être moi qui n'ai pas réussi à comprendre ce qu'il voulait de moi. Il a vraiment voulu que je progresse à tous les points de vue. Il a fait son mea culpa. Même s'il était loin, même s'il marchait à la Juve. Il aurait pu dire, voilà, là je marche, là-bas ça ne marchait pas. Non, il a vraiment dit que c'était vraiment Luis Enrique qui a fait de lui un très bon joueur. Donc même des joueurs à l'extérieur se rendent compte aussi du travail qui est fait de Luis Enrique pour ses joueurs. Pas seulement pour l'équipe ou pour la performance, mais pour ses joueurs. Et c'est là que tu vois que, comme tu le disais, oui, il y a des très bons joueurs qui, à terme, deviendront des grands joueurs. Est-ce que... c'est lequel ? Oui, Jérém. Vas-y. Non, j'allais dire, est-ce que, justement, il y en a un qui vous a le plus... comment dire, il y en a un qui est un peu plus sorti du lot. Alors bien sûr, on sait que des Dembélé et tout étaient déjà très très forts, mais sur le match, je veux dire, sur ce match où vraiment on s'est rendu compte de la puissance. Moi personnellement, c'est vraiment Vitinha. À chaque fois, on disait c'est un super milieu de terrain, mais on attend de voir face à une équipe comme Liverpool. Là, moi, à l'instant T, je ne vois pas un milieu de terrain meilleur que Vitinha. Pedri, c'est quand même... Peut-être que je vois moins Pedri que Vitinha, mais... mais après, c'est sûr que depuis le début de la saison, on est unanime pour dire que Neves, Vitinha, le milieu de terrain est bon. Et pour rebondir à ce que tu disais juste avant, Luis Enrique, il est arrivé avec une nouvelle philosophie de jeu. Les joueurs ne connaissaient pas forcément ça quand il est arrivé. Donc c'est un nouveau football, c'est une nouvelle philosophie. Il faut s'adapter à tout ça. Des fois, ça prend du temps. Et on voit que dans cette nouvelle philosophie, dans ce nouveau collectif, toutes les individualités qu'il a progressent. On voit les progressions de Désiré Doué qui progressent super vite. On voit Vitinha, par rapport à son arrivée aujourd'hui, c'est un autre joueur.
Neves, pareil. Mendes, pareil. Barcola. Hein. On voit que dans cette philosophie, toutes les individualités progressent. Et donc forcément, le collectif progresse et les individualités progressent. Et ça donne le PSG qu'il y a aujourd'hui. Et alors, il faut que je vous pose la question, parce que justement, la semaine dernière, quand on fait l'émission avec Jo et Boris, Jo disait, sur le match, allez, on voit la différence entre une très bonne équipe, qui est le Paris Saint-Germain, et une grande équipe qui est Liverpool. C'est quand ils ont réussi à subir et à piquer sur la seule occasion, ce que Paris n'avait pas réussi à faire au match aller. Est-ce qu'aujourd'hui, je complète ce que j'ai dit la semaine dernière, Paris a l'occasion, sur ce match retour, de devenir une grande équipe. Donc, et pour Vitinha, c'est très important parce que je voulais vraiment voir Vitinha en difficulté physiquement, ce qui a été le cas. Et pourtant, il a réussi à donner de l'air à son équipe, à faire remonter le bloc quand Paris en avait besoin, surtout en première mi-temps où Paris, je trouve, a été très bon là-dedans, dans le fait de... Verratti le faisait très très bien à l'époque, tu vois, mais c'est toi mon milieu de terrain préféré, donc c'est à toi que je me regarde. Non, mais tu vois, de faire remonter le bloc, de garder la balle, de jouer latéralement, c'est pas négatif de jouer de temps en temps derrière. Quand c'est bien fait. Ouais. Et je l'ai vu physiquement un peu en difficulté, mais je voulais voir comment est-ce qu'il allait réagir. Et pareil, je voulais voir Paris mener au score, je t'en ai parlé avant le match, je voulais voir Paris ouvrir le score et voir la réaction de l'équipe. Et pour la première fois depuis je sais pas combien de temps, j'ai vu Paris continuer dans son football. Ne pas être paralysé par l'enjeu ou le fait de mener 1-0 à Anfield. Et c'est là où je trouve qu'il y a eu un déclic mental et que Luis Enrique a apporté quelque chose de fort. Il y a eu quelque chose qui m'a profondément marqué quand il sort Marquinhos et qu'il fait rentrer Beraldo. Automatiquement, moi, stupide, je dis pourquoi il ne fait pas rentrer Hernandez pour jouer dans l'axe. Peut-être. Alors, et je regarde et je vois le début de de la prolongation et je vois que Paris joue à 3 derrière. Qu'il a compris que Hakimi était trop fatigué pour faire les efforts défensifs. Exactement. Ouais. Mais surtout pour avoir un minute de terrain supplémentaire et prendre l'avantage sur Liverpool pendant les prolongations. Et Paris a dominé les prolongations parce qu'ils ont battu Liverpool au milieu de terrain pendant 30 minutes. Et vraiment, de ce que j'ai ressenti, j'ai vu des joueurs de Liverpool, ils n'en pouvaient plus. Vraiment, deuxième mi-temps des prolongations, ils étaient cuits rincés. Alors, je ne sais pas si ça a fait que les tirs au but, ils étaient moins bien physiquement que Paris. Mais en tout cas, j'ai vu une équipe de Paris prendre le dessus pendant les prolongations, arriver en séance de tirs au but déterminée beaucoup plus que Liverpool, beaucoup plus sûr de leur force. Ouais. Et au final, est-ce qu'il y a vraiment un hasard ? Je ne sais pas. Quoi, tu vois. J'allais te demander comment tu l'as senti de l'intérieur, mais à partir de la 70e, tu n'étais plus dans le stade. Mais comment tu as senti la différence, du coup, jusqu'au moment où tu sors du stade entre Liverpool et Paris ? Comment est-ce que tu as senti les deux équipes ? Dans le body language, dans l'intensité. Après, moi, j'ai senti les Parisiens assez confiants. De toute façon, pour un match retour à Liverpool, t'es sûr que ça sera jamais un match facile. De toute façon, t'es sûr que tu vas souffrir. T'es sûr que le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, ça va être dur. Et voilà. Mais pour créer une équipe, pour créer un groupe, t'as besoin de ce genre de match-là. T'as besoin de souffrir ensemble, d'attaquer ensemble, de connaître ce genre de performance. Et donc, comme on l'a dit avant, ce genre de performance, ça doit être une base pour continuer comme ça. Ça ne doit pas être une fin en soi, justement. Parce que oui, c'est un exploit et tout en Europe. Mais il ne faut pas se relâcher maintenant. Ça, justement, ça doit être la base pour construire, justement, le futur et pourquoi pas gagner des titres. Et pour être encore meilleur. Et là, tu seras encore meilleur. C'est ça. Ouais. Et aller plus loin et devenir peut-être dominer le football européen. C'est possible. Parce que tu vois que ça marche contre la meilleure équipe d'Europe. Donc pourquoi est-ce que Paris, finalement, avec Luis Enrique et les joueurs qui sont jeunes, tu as une équipe très jeune, moins de 23 ans, sur les titulaires, je crois que tu as 5 ou 6 joueurs qui ont moins de 24. Tu te dis, mais dans 2-3 ans, ça va être comment ? Tu vois, si tu as le projet, continue comme ça. Donc il la gagne ou pas cette année, mais même s'il la gagne pas cette année, mais l'année prochaine, et celle d'après, et encore après, tu as des désirés doués, tu as des mecs qui vont encore venir. Tous les mecs de 19 ans qui faudra battre le Real. C'est tout. Il faudra battre le Real, oui, tu as raison. Oui. Rendez-vous potentiellement. Ou un autre club.
Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Non, ça. mais j'ai Real parce que voilà, c'est un peu l'épouvantail du truc, quoi, de la Champions League. Donc. Un match de C'est foot, la c'est référence. 90. C'est le boss de fin. C'est pas ce fin. Le Real, c'est un match de foot, c'est 90 minutes, 22 mecs qui s'affrontent et à la fin, c'est le Real qui gagne. C'est le dernier boss à Ligue des Bart, comme Champions. dans Mario. Tout ça. Le dernier boss. Bowser. Ricky, moi je voudrais ton avis. On a parlé de Vitinha, justement. On a vraiment fait les louanges du milieu de terrain parisien. Est-ce que tu penses qu'il peut être aussi fort avec un autre milieu de terrain que Joao Neves à côté de lui, où ils sont indissociables? En fait, moi j'ai l'impression, comme on les voit quasiment tout le temps jouer, j'ai l'impression qu'ils sont très complémentaires. Ouais, et qu'en fait, ils peuvent. Mais il faut rajouter Fabien Ruiz aussi, je pense. Hein. Bah, c'est dur maintenant de les dissocier. Ouais. Parce qu'ils sont tellement bien ensemble qu'on a du mal à les imaginer l'un sans l'autre maintenant. Parce qu'ils sont tellement complémentaires et sûrs de leur force. Après, tu peux rajouter Fabien Ruiz, tu peux rajouter Zaire Memri, tu peux rajouter Lee, Il faut rajouter Ouais. Hakimi. ou Doué, même qui rentre Hakimi dans au le milieu facilement. éventuellement. Ça reste encore une très belle alchimie. Parce que ça reste des joueurs de très haut niveau, ils progressent ensemble. En plus, il me semble qu'au-delà de l'aspect technico-tactique, ils ont compris vraiment ce que voulait Luis Enrique. Donc elle est là la force surtout. C'est que ils ont compris les consignes du coach, ils sont sûrs de leur force, mais non, pour moi, ils sont partis pour devenir une paire Ça vous donne envie extraordinaire. de voir un match comme ça? Ça vous donne envie d'être dans cette équipe-là, sur ce terrain-là, dans ce match-là, quand vous voyez un truc, ou pas du tout, ou rien à voir? Alors, est-ce que... Ouais. Moi, franchement, je me rappelle à l'époque, tu me dis si je me trompe. En plus, moi, étant en milieu de terrain, à l'époque de la Roma, ça me faisait un peu la même sensation. Parce que c'est à l'époque où la Roma tournait bien. Il y avait un milieu de terrain, Pizarro, De Rossi, Perrotta. C'était fort. C'était complémentaire, c'était technique, ça jouait, c'était vraiment fort. Bon, après, à son niveau, mais c'était très fort. Et moi, quand je les voyais jouer, je me disais, mais non, en fait, eux, ils sont tellement complémentaires, ils sont tellement forts que ils sont quasiment injouables, quoi. Et c'est l'impression que j'avais de l'intérieur de ce milieu-là. Je sais pas si toi ça te le fait, mais Après, c'est ce que c'est Luis Enrique qui a choisi ses joueurs par rapport à sa philosophie de jeu. Deux joueurs de taille moyenne, on va dire quand même, ce qui fait penser un peu au Barça de l'époque. Et après, ces deux joueurs, ils sont en équipe du Portugal, donc forcément, ils sont complémentaires, ils jouent très souvent ensemble. Et à mon avis, dans le recrutement, c'est ce qu'ils ont cherché. Donc voilà, puis c'est des très jeunes joueurs, donc c'est vraiment très prometteur, très prometteur. Je pense que c'est pour ça que Fabien Ruiz joue beaucoup, c'est parce que dans cette équipe, tu es obligé d'avoir un ou deux mecs de taille, quoi, parce que sinon, sur les corners, c'est très compliqué. On a vu le nombre de fois où ils sont battus sur corner, dans l'attaque des ballons. Et si t'as pas un mec un grand costaud au milieu de terrain, t'es obligé d'avoir ça. ouais, il faut un joueur avec un minimum d'abattage un peu. Bah ouais. Mais ça c'est Joao Neves, je trouve. Tu vois. Ouais, mais un autre à côté, qui fait un peu plus ou moins le vrai duel. sale boulot, quoi, Dans le qui duel. commache les brèches, qui peut courir sans trop réfléchir, un peu comme Fabien Ruiz, même s'il est aussi un très bon joueur. C'est pour ça, je pense que Lee joue beaucoup moins, parce que je pense qu'il faut un profil plus Après sa rentrée, elle est très musculeux, compliquée, hein. physique. Oui, c'est Très compliqué. ouais. Après, Il a Neves plus de et mal. Vitinha, c'est quand même des mecs qui vont charbon. Oui, bien sûr, bien sûr. Beaucoup, Je trouve que Neves dans le donc, duel est très fort. Neves dans le duel, d'ailleurs, il a récupéré un nombre de ballons à Anfield. Ah ouais. Surtout, jusqu'à la 60e, mais je trouve que Vitinha est moins fort dans le duel. Mais il est plus... il sait mieux organiser le jeu, il est plus technique. Quarterback, un peu. Et Ouais, tu vois, c'est lui qui crée le liant. je voulais voir Vitinha pressé physiquement. Je voulais voir aussi Joao Neves dans une intensité plus grande, savoir s'il allait bien continuer à lire le jeu. Et je l'ai trouvé un peu plus en difficulté dans la distribution, tu vois, par rapport à d'habitude. Mais ils ont fait un très bon match, un très grand match. Tu vois, juste pour finir, Alex, si je dois rajouter un milieu de terrain à ces deux-là, j'ai beaucoup aimé, même s'il n'a pas été forcément performant du côté Liverpool, mais Szoboszlai, Ouais. c'est un milieu de terrain que j'apprécie énormément. Alors imagine les trois ensemble. Est-ce que tu te souviens quand on parlait de ça la saison Ouais, dernière? on en parlait, justement, du milieu de terrain. On disait qu'il manquait au PSG un milieu de terrain capable de faire la transition entre le milieu et l'attaque, avoir de type du volume. Szoboszlai, justement. Ouais. On parlait de Wirtz, des mecs comme ça. Exactement. Moi, ils l'ont, c'était qui? Ils l'ont, là. Mais là, ils l'ont. Ils ont, Mais pour en moi- troisième homme, on va dire pour en moi, c'est troisième Kvara, milieu. c'est Kvara. Doué. Pour moi, c'est Kvara. C'est Désiré Doué. Après lui, il a un Ouais, profil mais- plus offensif, plus fantasque. Tu vois, plus dribbleur. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut parler, Voilà. est-ce qu'on peut parler, s'il vous Transition plaît, parfaite. de mon joueur préféré, Désiré Doué? Franchement. À Attends, on 19 croyait ans- que c'était Dembélé. Non, tu sais très bien quel maillot j'ai Dembélé, acheté. Dembélé au-dessus. Tu sais très bien quel maillot j'ai acheté fin août. C'est le maillot Désiré Doué. Tu sais très bien ce que j'ai dit en octobre et en novembre, quand tout le monde tirait sur le PSG. Je disais la seule solution dans l'effectif du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est Désiré Doué pour redynamiser l'attaque.
il a été titulaire, Paris a explosé. Le GOAT. C'est vrai. Et là, c'est à vous de nous dire, les gars, parce que vous avez la carrière, vous avez le background, mais on ne se rend pas compte. On parle d'un 8e de finale retour, un match coup près à Anfield face à la meilleure équipe d'Europe. Désiré Doué, qui a à peine 19 ans, il rentre, il est vraiment game changer. Il rentre au moment où Paris est le plus en difficulté du match. Il veut tirer le penalty vainqueur. Est-ce qu'on se rend compte un petit peu des coraux de ce joueur-là? C'est un truc de fou. Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez côtoyé des joueurs un petit peu comme ça, à vouloir Après, moi, j'en ai un à ma droite, moi. Après, la nouvelle génération, je la trouve quand même assez relâchée sur tout ça. Sur la pression. Ouais, sur la pression et tout. Après, je suis pas forcément à l'intérieur pour voir ça, mais je la trouve assez relâchée. Mais en tout cas, Doué aussi, c'est une progression depuis qu'il arrive au PSG assez rapide et on voit que Luis Enrique fait du bon boulot avec les jeunes. Et Désiré Doué, il est encore un peu foufou dans son jeu. Donc c'est pour ça que je pense qu'il le fait jouer un peu sur les côtés encore. Mais une fois qu'il aura mûri dans son jeu et qu'il aura un peu plus d'expérience, qu'il sera un peu plus calme, je pense que dans un milieu à 3, il peut être très très fort, même si après il a encore beaucoup de progression, de marge de progression. Mais en tout cas, actuellement, il est bien, il faut qu'il continue comme ça, quoi. Moricky, non, c'est très clair. Après, le truc, c'est qu'il est tellement aussi fort dans la finition que tu as envie de le voir aussi près du but, tu vois. Et je pense qu'il sait tout faire, en fait, tu vois. Et il sait faire tout dans l'élimination, la création, la vision de jeu. Tu parles de Doué ou de Neymar? Bah oui. Dembélé. Non, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il a la vision de jeu, il a le QI football, il est passionné, il a la tête sur les épaules pour m'être vraiment renseigné. C'est un super mec. Il est passionné de tout ce qu'il fait. Donc relâché, tu vois, je trouve que le meilleur terme, c'est déterminé, tu vois, que la pression, il s'en sert, tu vois. Et franchement, quand tu vois à Anfield, dans un immense match, un gamin de 19 ans qui dit « Allez, donnez-moi la balle, je m'en occupe ». Tout le monde lui donne la balle, hein. C'était « Merci, prends-la, s'il te plaît », parce qu'on commence à être vraiment fatigué, quoi. Et même dans la séance de pénaux, je crois, au début, il dit 5. Il dit 5, ouais. Et quand il voit qu'ils ont loupé les 2 pénaux, du coup, c'est lui qui prend le 4e pour donner la victoire, quoi. Ça aussi, ça montre un peu le mindset, la mentalité du joueur. Il me fait péter les plombs, mais vraiment. Et les derniers joueurs qui m'ont fait péter les plombs, c'est Lamine Yamal, et avant ça, il n'y en avait pas, quoi. On a eu un trou de génération pendant 10 ans, quasiment, où on n'avait pas de joueurs. Alors si, on a eu des petits façons de parler, c'est des immenses joueurs, hein. Mais on a eu des Dybala, des petits joueurs fantasques qui te faisaient un peu romantiques, Eden Hazard, des joueurs comme ça. Oui, je sais pas pourquoi. Mais là, si on retrouve des joueurs comme ça qui savent tout faire, qui savent mener une action, etc. D'ailleurs, ça nous amène à Mohamed Salah, parce qu'on va en parler aussi de Mohamed Salah. Mais si le football est de retour, en fait, c'est ça que moi je veux entendre et je veux voir, de voir des mecs qui savent lead une équipe, une action, le tempo d'une attaque ou d'une contre-attaque ou d'une attaque rapide, des déplacements, la vision de jeu. Yamal, il te fait des passes décisives, mais hallucinantes, tu vois. Puis moi, ça me réconcilie un peu plus avec le foot, justement, pas de voir des joueurs comme ça. Bah oui, parce qu'on a l'habitude de voir des joueurs qui ont pas tous le même profil, mais robotisé un peu. Ouais, un peu robotisé et tout. Et voir des jeunes comme Lamine Yamal, comme Doué, comme Cherki, comme il y en a plein d'autres. Moi, ça me réconcilie avec le football, ça me redonne envie de voir des matchs. Voilà, je regarde les matchs parce que je suis obligé, mais je les regarde avec plus de plaisir, tu vois, et c'est cool. Ouais, franchement, c'est cool. C'est ce qui est un peu ce qu'il disait. Et pour rester un peu sur Désiré Doué, alors c'est peut-être très naïf comme question, mais est-ce que dans ce rôle un petit peu de game changer en sortie de banc, il est très bien ou il peut être aussi fort, voire plus fort en tant que titulaire? Pour l'instant, il est bien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs de classe mondiale devant lui. Kvaratskhelia, Dembélé, c'est plus ou moins à son poste, même s'il y a Barcola avec qui il peut prendre la place à terme. Il y a des joueurs quand même plus confirmés que lui. Et en plus, à son âge, il correspond totalement à ce profil de rentrée. Il apporte de la fraîcheur, de l'enthousiasme. Non, pour l'instant, il est bien dans son rôle. Et puis, il a le temps. Il faut éviter aussi de vouloir brûler les étapes en tant que jeune. Ça reste un jeune joueur, malgré tout.
aussi Je fort pense qu'il le comprend qu'il très bien, soit. ça. En plus, il a assimilé, il a très bien intégré. Qui fait ça. Non, Oui, il a intégré, mais je pense qu'il est je bien pense qu'il est après. très intelligent et qu'il comprend très bien. Ouais, que vu le son nombre de reviendra. matchs. Quand il joue, il est extrêmement performant. En Ligue 1, Voilà, contre quel que soit le Rennes, match. contre Lille, à Exactement. chaque fois, il Ouais. fait un match. En Coupe de France aussi. Exactement. Ouais. Et puis, aujourd'hui, il y a tellement de matchs que tu n'as plus une équipe titulaire quasiment. Voilà, tu sais, maintenant, Tu vas avoir un coup, ça va être lui, un coup, ça va être Fabien Ruiz dans les grands matchs. Un coup, ça va être lui, un coup, ça va être Barcola dans les grands matchs. Et puis, tu peux avoir un joueur qui va être suspendu, ou un joueur qui va être un peu moins bien physiquement, ou un joueur qui va avoir une gêne au bout de 20 minutes. Il faut qu'ils soient tous prêts. Ouais, Même lui, il faut qu'il soit un peu plus prêt d'ailleurs. Mais tu as plein de joueurs qui sont concernés par ces matchs-là. la différence qu'il y a avec nos années, c'est que maintenant, tu as les 5 changements, tu as les changements tactiques. Avant, tu n'as fait que 3 remplacements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sors à la mi-temps. Bon, c'est pas trop grave parce que tu peux l'assimiler comme un changement tactique. Ouais. Le coach, il tente quelque chose, tu sors à la 60e. Bon, c'est pas trop grave parce que, voilà, c'est des changements. Tu as 5 joueurs sur le banc qui attendent. À notre époque, il n'y avait que 3 changements. Quand tu sortais à la mi-temps, tu savais, c'est parce deux que. changements, il t'en gardait un au cas où il y avait un blessé. C'est ça, donc tu savais que c'est parce que tu n'étais pas très très bon dans le match. Donc maintenant, ça va, il y a beaucoup plus de turnover, il n'y a pas de souci de jouer 90 ou 75, 70. Et tu as un remplacement aussi supplémentaire pour les prolongations. prolongations, aussi, en plus. donc ça joue aussi. J'ai les souvenirs de votre époque avec donc les joueurs sur le banc. Putain, ça devait être l'enfer. Parce que tu savais qu'il y avait vraiment 2 changements qui pouvaient arriver un peu tôt. C'était des sprints sur la ligne de touche pour montrer au coach que tu étais chaud. Enfin, je les voyais. Le plus grand souvenir, c'était l'Uruguayen Rodriguez au PSG. PSG, ouais. Je sais pas Sur si- Rodriguez. Lui, il envoyait des sprints, mais à haute intensité, en boucle, pour rentrer, quoi. Ou Louboya, ou le Daniel, Danigel, que j'embrasse, Quel joueur. qui me manque beaucoup. Et Jérém, toi, tu le mettrais titulaire, Désiré Doué. Et tiens, une autre question, parce que tu te parlais de Désiré Doué dans un milieu à 3. Est-ce que tu trouves finalement que son meilleur poste, ce serait vraiment au cœur du jeu? Bah, moi, je pense que dans sa progression, une fois qu'il aura un peu plus musclé son jeu, qu'il sera moins foufou, je pense qu'il peut finir dans un milieu à 3. Ouais, parce qu'il a la technique, il a la vision de jeu, il est physique, il est puissant. Et, Il a du coffre. Il a du coffre. Après, bien sûr qu'il a encore pas mal de choses à améliorer. Mais je pense que dans le futur, je pense qu'il a un bon rôle à jouer dans un milieu à 3. Ouais. Ok. Après, un milieu à 3, ça peut être pointe vers le haut, pointe vers le bas, ça peut être un 10. Hein. C'est pas forcément que 2-8 ou. Tu vois, Ouais, donc, puis maintenant, les 8, Ils ont du volume, hein. ils se projettent, ils vont devant, ils se projettent. Donc, et puis tout le monde est obligé d'être box-to-box maintenant, c'est de la folie. Donc il faut avoir vraiment un physique. Lui, il a un physique hallucinant. Il correspond au football moderne. Ouais, c'est ça. Question à 1 million d'euros, les gars. Est-ce que Luis Enrique peut être celui qui apporte la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain? Qui se lance? Moi, je dis oui, tout simplement. Mais voilà, après. En plus, il a le temps. Je pense que là, il a encore quelques saisons devant lui pour essayer. Donc, je dirais oui aussi. Jérém? Ouais, bah oui. Ouais. On espère que ça soit le plus rapidement possible cette année, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que le club du PSG est parti sur un projet vraiment sur du long terme avec Luis Enrique. Donc on espère que ça sera lui, ouais. Puis on la voit tous, la demi-finale face au Real Madrid de Kylian Mbappé, je pense. On le voit tous venir. Eh ouais. On entend aussi beaucoup ici et là que ce PSG-là fait kiffer, c'est une équipe ultra kiffante à voir jouer, que c'est l'une des meilleures équipes de l'ère moderne du Paris Saint-Germain. Je vais te poser la question en dernier, Jérém, mais à vous, est-ce que, Jo, Ricky, peut-être d'abord, c'est le meilleur PSG de l'ère QSI que tu as vu ou pas? Franchement, il y a eu Je sais que c'est dur, c'est pas une question. C'est dur parce qu'il y a eu des belles équipes. Parce que là, on parle sur le coup de l'émotion. On a vu un très bon match récemment. Des très bons matchs. Mais il ne faut pas oublier celle de Jérémy avec Zlatan, avec les Maxwell, Blaise. C'était costaud aussi. C'était très, très, très costaud. Ça allait lutter contre des très grandes équipes aussi en face. Tu avais les grands Manchester City, tu avais le grand Barcelone, tu avais le Real qui était toujours aussi fort. Donc non, c'était... la double confrontation, 1-2 aussi. Pour moi, il y a eu 2 grandes équipes. Il y a eu l'équipe de Jérémy avec Zlatan, même avec c'est Sirigu. Ça, c'est une équipe très cohérente. Thiago Motta, l'équipe de Laurent Blanc. Et puis celle du Covid, plus ou moins. Tu es parti quand de Paris? À quelle période, coach? La première année de Laurent Blanc. Ouais. Mais il est arrivé. Je fais 1 an avec lui. Il arrive 2012.
J'arrive en 2011-2012. 2011. Et Ouais. c'est quoi l'élimination en Ligue des Champions? Bah, il y a Barça, le Barça 1-2 sans perdre. partout. Ouais, ok. 2 fois Barça. Sans Ouais. perdre, 2 fois Barça. Voilà, Deux fois c'est- Barça. Ça, c'est une grande année. Les deux, celle-là et celle d'après, c'est les deux plus grandes années pour moi. C'est ça. Et puis après, tu as aussi le PSG, on va dire Covid un peu avec Neymar et Mbappé vraiment à leur max. Avec en fait, le Final bah, Eight. ils vont en finale. Final Ouais, c'est Four, ça, le ça, Final- ouais, ouais. Final 8. Pour moi, ça, c'est le PSG Neymar. Je sais pas si c'était très court, ça a duré pas longtemps. Ouais. Mais c'était vraiment le PSG Neymar. C'est lui qui arrivait avec la musique et tout. Comme tu le vois arriver à Santos. Moi, ça me fait vraiment. C'est de l'amour, tu vois. C'est le football, ça, pour moi. C'est la fête. Il n'y a pas que de sportif. Il y a beaucoup de choses. Et le vestiaire de Neymar, de cette époque-là, je pense que ça se passait très, très bien. Après, votre époque, je pense que c'était un peu plus une adaptation à un club de haut niveau avec des exigences différentes et un peu plus de, pas des clans, mais les étrangers, les moins. Bah, c'était une grosse bande de copains aussi hein, quand vous y étiez. Hein. Il y avait la douche, les. Oui, Non, mais il y avait une les- superbe, ouais. franchement, il y avait une super ambiance dans le vestiaire. Après, c'était le début de l'ère Qatari. Ouais, c'est ça, parce que, ouais, Forcément, c'est ça. c'était encore, c'était au début. Mais malgré tout ça, on avait quand même une belle Bien équipe. sûr, on ça avait se passait été bien. loin. Après, en termes de collectif, celle de Laurent Blanc et celle de cette année, c'est un peu similaire. Parce que il y a des C'est un peu similaire dans le sens. il y a la complémentarité. Il y a de la complémentarité. Et puis tu sens que dans le jeu, c'est pas forcé. Tu sens que c'est naturel. Et donc c'est pour ça que ça donne ces bons résultats-là. Et puis au-delà aussi du jeu, tu sens qu'aussi avec les supporters, avec le club, tu sens que c'est... Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Tu sens qu'il y a un truc, il y a beaucoup de positivité. Bon, après, on peut jamais savoir ce qui va se passer, mais tu sens qu'il y a un truc positif qui règne Ouais, mais autour tu du vois, là, club, pour la autour du première fois, groupe. Pour la première fois, ça a tourné dans le sens du PSG. C'est Je ça. trouve que vraiment pour la première fois depuis 30 ans, quoi, tu vois. J'ai trouvé que les poteaux étaient dans le bon sens. Le but refusé à Liverpool et pas à Paris. Tu vois. Et pourtant, il y a eu un rouge qui n'a pas été donné à l'aller, tu vois. Mais quand même, je trouve que sur cette double confrontation, ça a tourné dans le sens du PSG pour la première fois, tu vois. C'est pour ça que on sent cette odeur un peu de... Il peut se passer quelque chose. Alors, on ne dit pas qu'ils vont gagner. On dit qu'il peut se passer quelque chose. Ils peuvent la gagner. Et moi, personnellement, je n'ai jamais dit qu'ils pouvaient la gagner avant, de ma vie. Donc, espérons, quoi. Même l'année dernière, quand ils sont allés jusqu'en demi-finale. T'étais là sur le plateau? Je sais. Voilà. Je t'ai taqué. Merci. Le seul à dire qu'ils allaient se faire éliminer par Dortmund. Qu'il allait se passer un truc de zinzin et qu'ils allaient passer à côté du match retour. Parce que c'est Paris, en fait. Tu vois, il y a un truc spécial à Paris. C'est plus dur à Paris. Moi, j'étais ému qu'il se passe quelque chose dans notre sens. Après, franchement, je suis supporter du PSG. Mes potes, on est supporters du PSG parce qu'on est parisiens. C'est notre ville. Voilà. Il y a des gens qui sont supporters de Clermont, qui habitent à Clermont, d'autres, n'importe quelle ville. Mais pour une fois, en 30 ans de supporters, vraiment, où tu regardes tous les matchs, pour une fois où ça tourne dans ton sens, mais... Ah donc tu confirmes, plus bel espoir alors pour toi. Non, mais un soulagement, un truc de... En tout cas, ça faisait longtemps, quoi. Enfin, on se fait pas Ouais. baiser, quoi. Voilà, je le dis. Enfin, on se fait pas attraper comme à Manchester sur la main de Kipembe, ou sur le truc, ou sur un but, tu vois. Et quand je vois le lendemain, on en parlera tout à l'heure, le pénalty de Alvarez qui est refusé parce qu'il touche le... Putain... Enfin, quoi. Enfin. Et si PSG n'était pas passé? Ouais. Moi, je vois la progression stratosphérique de l'équipe de Luis Enrique. Donc, s'ils n'étaient pas passés, j'aurais été content de la double performance. Mais après le match aller, j'étais pas du tout content d'avoir pris quand même ce but, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était un peu PSG. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, c'est vrai. De dominer tout le match, mais de le prendre quand même, alors que tu l'as pris contre l'Atlético en phase de poule. Tu te le reprends quand même alors que tu domines tout le match. Ça fait un peu beaucoup, tu vois. Mais sur le match retour, j'avais quand même ce sentiment de que c'était possible de le faire. Alors qu'avant, on se connaît pas depuis 1 an et demi, 2 ans. J'avais pas ce truc-là de savoir. Je n'y croyais pas, tu vois. Et si, du coup, ouais, ça me fait penser à une question. Si le parcours du Paris Saint-Germain s'arrête là en quart de finale, sans prendre en compte l'adversaire, est-ce que... Si, en prenant en compte l'adversaire aussi. On peut, voilà. Face à Aston Villa, est-ce que la saison du PSG est réussie en se disant qu'ils terminent invaincu en Ligue 1? Ah, voilà, merci, ça c'est bon. Parce qu'ils ont l'air bien partis quand même. Je dis pas qu'ils vont le faire, mais bon... Du coup, 10 journées de la forcément, si on prend l'adversaire en compte, ça serait un accro Un quand goût. même. Goudin achevé un peu. Ouais, c'est clair. Là, tu parles des compétiteurs. Parce que non, que tu t'élimines Liverpool pour derrière sortir contre Villa. Parce que si tu sors contre Villa, ça veut dire par définition que
tu n'as pas été forcément performant contre eux. Donc oui, ce serait un accro assez frustrant. Donc pour moi, saison réussie... Et si tu es invaincu c'est quand même fort. Hein. Invaincu, c'est fort aussi, c'est vrai. Mais on retiendra cette élimination contre Villa. On est en train de Non, mais tu perds 2 matchs ou 1 match ou 0, au final, si t'es champion, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, pour Il y a ce côté marquer le l'histoire, folklore, quoi. etc., oui. Mais tu sors de 2 matchs fantastiques contre Liverpool. On l'a dit tout à l'heure, le piège, il est maintenant le piège, c'est de voir comment les Parisiens vont finir cette saison. Enfin, vont commencer déjà leur prochain match, leurs 2-3 prochains matchs. C'est là qu'il va être le piège, justement. Rester concentré, rester focus sur le travail, sur le bien qu'ils ont fait et de le garder jusqu'à la fin de la saison. Après, s'ils tombent contre Aston Villa, bien sûr qu'ils sont favoris. Après, le football, c'est le football, mais c'est vrai que s'ils perdent contre Aston Villa, ça sera c'est pour ça que c'est pas plus mal que le Classico maintenant, qui est tout de suite le Classico pour vraiment genre on se remet dedans et l'importance que ça. Classico Formalité. Hein. Je sais même pas pourquoi je posais la question. Formalité. Non, bah, si, moi, je suis pas pour PSG ou quoi que ce soit, mais là, Paris, là, ils sont en mode rouleau compresseur. Bah là, c'est soit où il y a 3-4-0, ou soit PSG un peu tranquille et Marseille, ils jouent le match. Mais moi, je vois plus un 3-4-0 pour Paris. Hein. Ouais. Comme tous les matchs. La confiance, comme tous les matchs. En fait. Mais c'est vrai que le match aller, Paris n'était pas aussi ultra dominant en Ligue des Champions. On se disait, peut-être que Marseille, ils vont relancer la course au titre. Ils n'arrêtent pas 3-0 en 35 minutes. C'est vrai que c'était assez... Je pense que ça va être difficile. Ouais, ils affrontent une équipe en pleine bourre. Jo, toi, tu voulais évoquer Mo Salah, et ça va être intéressant parce que vous avez côtoyé des grands joueurs, pour ne pas dire des énormes joueurs. En gros, la question, c'était, étant donné qu'on avait beaucoup comparé Dembélé, Mo Salah, course au Ballon d'Or, c'était un petit peu faire, pas le bilan, mais de statuer, enfin de mettre un mot sur le statut de Mo Salah. C'était ça. Oui, parce que je trouve que c'est quand même important de... C'est très difficile de classer, je trouve, les joueurs dans l'absolu. De se dire quel est le niveau d'un tel par rapport au passé, aux joueurs actuels, et avec Salah, alors vous savez très bien que je regarde tous les matchs, donc d'où la taille de mes cernes, mais Mo Salah, j'ai toujours eu ce truc de me dire, il me manque quelque chose. Alors je vais pas exagérer en disant c'est le Robben du pauvre ou le Messi du pauvre ou des choses comme ça, ce qui n'est pas le cas. Mais je trouve que, bon là on l'a vu dans cette double confrontation, mais je l'avais vu, on l'a un peu tous vu avant. Je trouve que ce genre de joueur à ce niveau-là, qui est pour moi le niveau juste en dessous des grands joueurs historiques, quand ça va pas, on le voit pas. Quand ça va pas, un Messi par exemple, bon, Messi c'est le plus grand, pour moi le plus grand, mais tu le voyais revenir au milieu de terrain pour aider ses coéquipiers. Tu le voyais prendre les choses en main. C'est-à-dire, maintenant ça va pas, je vais prendre le lead sur l'équipe. Et c'est mon équipe, et on va aller chercher. Alors je te dis pas que quand Nunez il rate le penalty, je sais pas si vous avez vu la vidéo, Salah il est à côté tout seul. Et tout le monde dit c'est pas grave, et lui il est dégoûté en fait. Tu vois. Mais pour moi, il lui manque. En fait, il sait faire quoi? Jouer en contre, faire des passes décisives, mais bouffer la ligne tout le temps, quoi. T'as des joueurs, dans le football, dans votre football, il y avait des joueurs, aucun grand joueur ne disparaissait pendant 20 minutes ou 30 minutes. Ça n'existait pas. Un joueur, un Zidane, même des Robben, même des Ribéry, des joueurs comme ça, tu les voyais pendant 90 minutes. Et même un exemple frappant, tu vois, Désiré Doué. Lamine Yamal, tu les vois tout le temps dans le match. Mais vraiment, il n'y a pas un moment où ils ne sont pas présents, où ils ne prennent pas leurs responsabilités. Et j'ai l'impression, et j'ai un copain qui est vraiment fan absolu de Liverpool, et il me dit en toute honnêteté que, oui, lui, il s'est bouffé la ligne, et envoyé de la vitesse, des jambes, etc. Et il est très bon dans l'élimination, il est extraordinaire dans l'élimination, il est extraordinaire dans la finition, comme un Robben, ou comme un Messi peut-être. Dans la passe décisive, quand il y a de l'espace en première ligue, il est très bon. Mais il manque ce dernier palier, je trouve, pour atteindre le niveau ultime des grands joueurs de l'histoire du football. Et je trouve que là, on l'a vraiment vu, quoi. Quand ça allait pas, il disparaît, quoi, total. Alors qu'il devrait prendre le lead sur l'équipe. En gros, sa question, Mo Salah, grand joueur ou pas selon vous? C'est un grand joueur. Parce que c'est un joueur qui a marqué son histoire, en première ligue notamment.
Après, est-ce qu'on le place parmi les légendes de ce sport? C'est pas sûr, parce que je pense que Salah, depuis quelques temps, il est dans un confort, si on peut le dire ainsi, à Liverpool. Il est tranquillement sur son côté droit. Alors attention, il fait des différences, hein. Il est très bon, il marque tous ses pénaltys, il est fort, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en effet, je te rejoins un jour, quand on arrive dans un niveau d'adversité, c'est plus compliqué pour lui. Alors, attention, la Première Ligue, ça reste le haut niveau. Mais au quotidien, bon, il arrive à gérer l'atmosphère. Ça fait déjà, je pense, 9 ans qu'il est là-bas ou 8 ans qu'il est sur Liverpool. Donc, il connaît un peu l'atmosphère de la Première Ligue. Mais dès qu'il y a un peu d'adversité extérieure, j'ai l'impression qu'il se perd. Moi, j'ai une image. Alors, ça n'a rien à voir, mais pour moi, c'est lourd de sens. C'était pendant la CAN 2019 en Égypte. Alors, ça remonte à il y a 7 ans. Je suis sûr que tu allais dire ça, je te jure. Mais attention, c'est en Égypte. Bon, nous, on est tranquillement, on est en Europe. Mais je peux te dire, la pression qu'il y a là-bas, c'est incalculable. Et il n'a pas réussi à mettre un pied devant l'autre. Alors, est-ce que c'est dû à l'atmosphère ou c'est une CAN, il s'en foutait? Non, il avait vraiment envie de gagner cette CAN, même quand il a perdu. Je crois qu'il perd en 8e de finale ou en quart de finale. Il avait des larmes aux yeux, tout ça, tout ce qu'il faut. Mais il n'a pas réussi à montrer que c'était un grand joueur. Et ça m'a un peu marqué. Et moi, je te rejoins sur ça, sur le fait que... Alors moi, j'adore Salah, j'aime beaucoup Salah. Ouais, il est extraordinaire. Hein. Mais il ne pourra jamais vraiment prétendre à ce niveau de légende du football. Ça restera un grand joueur. Un peu à la Eden Hazard, enfin même un peu au-dessus. Hein. Mais pour moi, voilà, c'est pas une légende de ce sport. Parce que voilà, il n'a pas réussi à avoir ce truc en plus qui... Bah justement, ouais, du coup, moi je ne m'étais pas forcément dit ça. Il a un truc. Parce que c'est le même poste. Pour se dire, mais voilà, Mo Salah, sur chacune des finales face au Real Madrid, c'est 0 but, 0 passe D. Les demi-finales contre le Barça, celle qui joue, ils perdent 3-0. Il est blessé pour le retour et il gagne 4-0. Même à chaque fois qu'ils affrontaient Chelsea en quart et tout, il n'était pas décisif. Et c'est souvent des défaites. Quoi. Donc, voilà, moi, je suis parti encore plus loin à Cannes et on a des références européennes aussi. Non, mais c'est un très grand joueur. De toute façon, on ne peut pas avoir de doute là-dessus. S'il marque autant de buts depuis pas mal de saisons à Liverpool, à un moment donné, c'est pas pour rien. Maintenant, c'est sûr que la trajectoire un peu de Mo Salah, on la connaît. Il a connu pas mal de clubs, notamment en Italie, où il a eu un peu de mal. Il a joué aussi à Chelsea, où il a eu un peu de mal. À Bâle, il s'est vraiment révélé quand il est arrivé à Liverpool. Et il est extraordinaire depuis qu'il est à Liverpool. Après, dans les grands matchs, c'est sûr qu'il a, je pense qu'il a un caractère où c'est pas forcément lui le leader, où c'est pas forcément lui qui va montrer la voie ou qui va avoir. Donc c'est sûr que des fois ça peut jouer contre lui. Maintenant, ça restera. Enfin, c'est un très très grand joueur et puis malheureusement il est passé à travers de ces 2 matchs. Mais ça prouve face à un défenseur qui a priori ne sait pas défendre. Mais ça prouve une fois que le PSG a été bon parce qu'il roule sur l'eau depuis le début de la saison. Il a combien de buts? Il marche sur l'eau depuis le début de la saison. Il roule sur l'eau si tu veux, aucun problème. Je crois qu'il est à 26 buts et 17 passes décisives, ou 14 passes décisives. Il est en double-double, facile. Non, mais tu veux dire quoi, dans 10 pénaltys, c'est ça que tu voulais dire? Après, il faut les mettre, les pénaltys. En plus, il met d'une facilité incroyable. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Ça reste un super joueur. Hein. Moi, je kiffe ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'assume juste le fait de dire que c'était jusqu'à avant-hier le favori pour être Ballon d'Or. Pour moi, les Ballons d'Or, ça doit me faire rêver, quoi. Et oui, c'est un joueur extraordinaire, mais il me manque ce truc-là de... il pourra jamais s'asseoir à la table des... on les connaît, hein, les Zidane, les Brésiliens d'époque. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un autre football aussi. Tu peux pas comparer le football d'aujourd'hui à le football d'avant. Non, mais tu dois avoir de l'influence. Tu dois avoir plus d'influence. Non, mais ok, mais au-delà de l'influence, pourquoi tu me parles de Zidane? Parce que de la magie. Il y avait de la magie, donc ça te faisait vibrer. Oui, Salah, c'est un très très grand joueur, mais moi, quand je le vois jouer, il me fait pas vibrer. Hazard, c'est un très grand joueur, il me faisait vibrer. C'est 2 joueurs différents, 2 très grands joueurs, mais 2 joueurs différents. Mais il y en a un qui me fait vibrer et moins l'autre. Tu vois? À son meilleur niveau, Salah ou Mahrez? Le problème, c'est que Mahrez, il a eu un très très haut niveau. Court. Sur 2-3 saisons, il a été extraordinaire. Moi, je pense que c'est sa dernière année à Leicester et ses 2-3 saisons à City, il était très très fort. Ça là, je pense, ça fait 7 ans qu'il est au top. Hein, parce qu'il a été meilleur de Première Ligue plusieurs fois. Oui, il a eu des hauts et des bas. Mais oui, attention, c'est dur de comparer. Moi, franchement, si tu me dis, moi, je préfère jouer
regarder Mahrez jouer que Salah. Ah jouer. oui, mais par contre, exemple. moi je préfère avoir Salah dans mon équipe que Voilà. Mahrez. Ok. Après, tu C'est vois, pour ça, c'est la dépend, sensibilité, ça dépend. c'est C'est très la sensibilité subjectif, de. hein, Ouais, Exactement. c'est ça, ouais. Exactement. Toi, Mahrez? Non, c'est Dembélé, c'est Dembélé. Dembélé. Il va dire Doué. Doué. Non, mais tu me proposes Mahrez, Salah ou Doué, je prends Doué. Je suis un malade, moi. J'en ai rien à foutre, en fait. Je suis fou dans ma tête, moi. Bon, je pense qu'on a bien débriefé la rencontre et la qualification du Paris Saint-Germain en Ah, rappel. j'embrasse, je voulais juste dire que je transmets mes immenses amitiés à Nicolas Anelka et on va s'arrêter là, je pense. Voilà. Le message est passé. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la qualification du Paris Saint-Germain. On rappelle le PSG qui va À moins que- affronter Aston Villa. Ce sera le 9 et le 15 avril avec le match aller au Parc des Mais Princes. je voudrais quand même dire que, bon, il y a des gens à la radio qui sont beaucoup écoutés et qui se permettent de dire des choses sur des communautés. Dis ce qu'on a à dire sur Daniel Riolo. Non, mais voilà, je veux pas citer son nom parce que je trouve que c'est d'une tristesse absolue et que, en plus, se prendre pour un. Enfin, je sais pas, il se trompe depuis 15 ans surtout et donne des leçons à tout le monde. Et puis là, dommage, ouais. là c'est du racisme en fait. Donc, c'est stigmatiser une dommage. communauté, une religion, je trouve ça très Mais grave. au-delà de la forme, c'est vraiment le fond, ce qu'il a depuis quelques années, pas mal de temps, Daniel, c'est que ça va peut-être te faire sourire, mais moi, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que je l'ai côtoyé On en a déjà beaucoup parlé, en ouais. radio, tout ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il se prend pour celui qui donne des leçons, mais ça devient trop, il ne se remet pas en question. Et je pense qu'il a un gros problème d'humilité. Hein. Il a un très très gros problème d'humilité, donc il va falloir Oui, mais bon, quand tu par te moment. trompes, quand tu te Voilà, trompes quand on se trompe. sur, savoir faire preuve de sagesse, de mea culpa, de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Mais là, il commence mais à quand tu devenir te une trompes sur caricature Pogba, qui est, quand qui tu est te assez trompes- dommage. Quand tu te trompes sur Pogba, que tu te trompes sur Verratti, que tu te trompes sur Menez, que tu te trompes sur Sur Luis Enrique. Luis Enrique, que tu te trompes sur... Bah, au bout d'un moment, frérot, c'est que tu connais rien à rien, en fait, à un moment donné. Genre, tu parles de ce que tu connais, il n'y a pas de problème. Moi, je parle de ce que je connais, parce que j'ai bossé dans le foot pendant quasiment 10 ans, dans quasiment tous les métiers bord terrain. Donc voilà, je parle d'une chose que je connais. J'ai pas été ancien joueur. Mais je pense parler devant vous pour dire que je vois des choses différentes de vous, mais pas forcément toujours justes. Et c'est pas grave de se tromper. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais tourner le débat vers un truc raciste, je trouve ça très très grave. Je sais pas si Non, c'est lui qui a écrit C'était ça. seulement une manière de faire diversion sur le vrai problème, ce qu'il en est. Donc c'est un peu facile. C'est pour ça, moi, je retiens même pas ce qu'il dit forcément. C'est surtout la manière dont il interprète les choses qui sont mauvaises et de la manière aussi Dont elles dont sont dites. il se défend aussi. C'est Et mauvais. sais pas Et si je c'est sais lui qui a qu'il le dit sait. ça, ou si c'est Zemmour, ou si c'est Le Pen qui a dit Ouais, ça, puis- franchement. L'atmosphère qu'il y a aujourd'hui en France, dans le monde et tout, c'est pas le moment de lâcher des messages qui attisent la haine comme ça. Exactement. Parle foot, tu te trompes de foot, on s'en fout, à la limite c'est pas grave. On avance. Oui. Voilà. De toute façon, maintenant dans le foot, il y a énormément de personnes qui parlent de foot, qui se trompent, qui connaissent pas forcément le football. À la limite, c'est pas trop gênant. Après, quand tu dépasses le football, des messages comme ça, ben, personne peut être d'accord avec toi. Puis prendre en otage comme ça l'antenne et Nicolas Anelka. Bon, bref. Notre gars, Ouais. Nico, Et puis, On lui fait un grand pour coup finir, de- pour finir de parler de ça, c'est quand même. Je trouve ça vraiment extrêmement drôle qu'ils se prennent pour un intellectuel pour sortir un message aussi bas intellectuellement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Exactement, exactement. Et ça, pour moi, je trouve ça mais ridicule au plus haut point. Voilà. On voulait pas en parler, tu vois, mais On peut retourner au foot maintenant. mais ça a blessé certains de mes amis musulmans. Mais malheureusement, c'est du foot, Alex. C'est ça le problème. C'est qu'on parle de foot à la base et on est emmené à parler de des choses qui dépassent le football. C'est Mais parce quand que même le un domaine football, qui est c'est un truc protégé. qui te réunit toi, qui réunit tout moi, le monde. toi. Exactement. C'est le plus grand vecteur en France de mixité sociale et de mixité de racines, de religion, d'origine, de tout. Et il n'y a pas de ça dans le football normalement. Tu vois. Vous qui avez connu des vestiaires, ça n'existe pas, ça. Ça ne devrait pas exister en tout cas. On peut retourner au foot à la Ligue des Champions. Oui. Voilà, le message est passé et on fait un gros coucou, comme le disait Jérém, à Nico Anelka qui vient quand il veut. Ici d'ailleurs, Nico, il est le bienvenu. Un mot quand même sur l'autre rencontre qui a énormément fait parler d'elle, le derby de Madrid. Je pense qu'on a tous vu la qualification du Real Madrid face à l'Atlético et c'était au Wanda Metropolitano. Question toute simple, quand on voit le scénario, quand on voit les décisions arbitrales, quand on voit le dénouement, Ricky, le Real va-t-il gagner sa 16e Ligue des Champions ?
franchement, même moi, le fait d'en parler, ça me fait vraiment sourire parce que ils y vont tout droit en fait. Là. C'est un truc. Ils y vont tout droit, c'est un truc de fou, comme tu le dis, parce qu'à la fin, ils sont bousculés. Ils sont pas bons du tout. Ils sont pas bons. Vraiment, ils serrent les dents jusqu'au bout, au tir au but, un coup du sort, un coup réglementaire, un penalty, enfin un tir au but touché 2 fois, ils s'en sortent. Un derby, donc oui, ça reste le Real Madrid, ça reste aussi la grande équipe de cette compétition et ils ont un ascendant aussi psychologique et mental sur les autres équipes. Sur les arbitres ou sur les autres équipes? Ouais, enfin, sur tous les acteurs du football, on va dire. Sur tous les acteurs du football. Si c'est Kylian qui tire le penalty, qui la touche 2 fois. Non, je pense que non. Là, il y a but. Mais il la touche 2 fois ou pas? Moi, franchement, pour moi, j'ai pas vu qu'il touche 2 fois. En fait, il y a un angle où tu vois que son pied d'appui il glisse, soulève légèrement le ballon au moment juste avant qu'il tape. Faut vraiment le vouloir. Moi, je te dis, je pense vraiment pas qu'ils aient eu le temps de voir que ça touche. Mais bon. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, sur les bancs de touche, tout le monde a des tablettes et peut revoir les images. Ouais. Et à mon avis, il y a des mecs qui sont vraiment payés, si je peux dire, ou en tout cas missionnés pour faire ça. Quoi. Mais ceci dit, en début de match, sur une action, il n'y a pas une main de Simeone ou qui peut siffler aussi. Il peut siffler, ouais, de Vinicius moi, j'ai trouvé bizarre que l'arbitre n'aille pas avoir la VAR ou qu'il n'ait pas été appelé par ceux qui sont dans le camion. Attends, rassure-moi, Alexis, c'est le même arbitre que la finale de la Coupe du Monde de la France. Lui, il part dans une théorie du complot où Messi il touche pas la balle 2 fois sur le pénalty. Écoute, tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux. Moi, je sais que cette Coupe du Monde a été orientée pour l'Argentine, tout le monde me l'a confirmé. Voilà. Chacun pense ce qu'il veut. Les Illuminati l'ont confirmé. J'ai vu 1 milliard de matchs dans ma vie. J'ai vu le Argentine-Arabie Saoudite de la phase de poule. Il doit y avoir 4-0 à la mi-temps. Ils perdent le match. Je ne sais pas comment contre l'Arabie Saoudite. Bon, écoute, vas-y. Mais est-ce que, Ricky, toi, tu nous en avais parlé à l'époque où tu étais en Grèce, je crois, où justement, est-ce que toi, Jérôme, tu as déjà senti dans un match où le poids, je parle juste du poids du club adverse, influençait indirectement l'arbitre et ses décisions? Est-ce que tu l'as ressenti dans un match, ça déjà? Pour protéger une grande équipe, tu vois. Franchement, j'ai pas de souvenir concret pour te dire ça, mais mais quand tu jouais la Juve, par exemple, à l'époque, est-ce que tu sais, parce que il y a eu des histoires de zinzin, et voilà. Est-ce que, genre, même quand vous étiez à la Regina, d'ailleurs, quand vous jouiez des grands clubs, est-ce qu'il y avait une différence de traitement? Est-ce qu'il fallait pas les blesser? Ouais, forcément un petit peu, sur des petites fautes non sifflées, ou sifflées pour eux, ou sur des petits trucs, oui. Tu peux sentir, comme moi je jouais à Sochaux, par exemple, à l'époque, quand tu vas jouer à Lyon, au Parc des Princes. Après, tu peux pas dire c'est avantagé, mais c'est pris par le stade, les supporters qui crient. Donc, des fois, l'arbitre, inconsciemment, il peut peut-être aussi être influencé, tu vois. À ce niveau-là, oui, peut-être, mais... Non, mais on parle pas de triche, ni quoi. Oui, non, mais sinon, ouais, peut-être à ce niveau-là, oui. Après, au-delà de l'équipe, c'est plus aussi le joueur, je pense. Ouais. Des fois, tu as un joueur qui a plus d'influence envers l'arbitre, et on sait que quand il aura quelques paroles ou quand il va faire quelques actions, ça va être plus être en sa faveur que d'autres joueurs plus lambda, je pense. Et vous pensez, si c'est Kylian Mbappé qui tire le péno, qui touche 2 fois... non, parce que là, je pense que là, la règle, c'est la règle. Il la touche 2 fois, c'est la règle. Mais je pense, par exemple... Déjà, il faut dire un truc, c'est que je pense pas que les joueurs de l'Atlético auraient réclamé le 2 touches. Ah, on sait pas. On sait pas ça. Oui, mais les joueurs du Real, c'est le top du top mondial. Ils ont des trucs. Non, attends, par contre, on revoit les images sur Kylian. Quand Varese il tire, direct, il remarque. Il remarque tout de suite que. Et puis il y a déjà cette réaction aussi à la règle. Ils y vont, il y a déjà Vasquez qui est sur l'arbitre, il y a une pression qui est mise. Mais parce qu'après, c'est fort aussi. J'ai pas envie de dire flagrant. Non, mais après, peut-être qu'en réel. En réel, peut-être que c'est plus flagrant aussi. À la télé, des fois, c'est compliqué et tout. Mais tu le vois à la trajectoire un peu du ballon, à comment le ballon est frappé. Tu vois que ça replonge un peu plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Genre, franchement, tu sais que ça a touché 2 fois quand tu regardes en direct. Après, tu sais pas forcément que ça va être annulé parce que ça a été touché 2 fois. Parce que le faire, la règle existe, ok, si tu veux, pas de problème. Mais le faire sur ce match, à ce moment-là, alors qu'on n'en a jamais fait. Tu vois, c'est ça qui est un peu. En fait, l'arbitre ne va pas regarder la vidéo. Moi, c'est ça qui m'a étonné. Ouais, alors, on lui dit. Ouais. Mais la VAR lui dit, ouais. Ouais, mais c'est jamais arrivé. Chouameni disait, moi, j'ai jamais vu ça dans n'importe quel match de foot. Et que tout Simon Marcignac qui n'ait pas eu envie d'aller vérifier, c'est une décision de dingue quand même qu'il prend. C'est quand même une grosse importance. Même qu'il n'ait pas vu lui-même aussi. Ouais, bon, après, ça dépend aussi comment lui, il est en face. Mais si on lui dit c'est clair, c'est clair.
ça touche 2 fois, bon, c'est annulé. Mais ouais, je sais pas. Moi, je trouve ça un peu Toi, tu penses bizarre. que si c'est Mbappé qui le fait, Non, je ils pense annulent pas que pas. ce soit ça. Je pense que si c'est un joueur, si c'est l'attaquant du Real, c'est le Real. Donc on n'annule pas un but au Real. Tu vois, c'est ça. Ok. Parce que c'est le Real. tout corrupte. Non, c'est pas une question de corruption, c'est une question de poids d'être le plus grand club du monde. C'est le plus grand club du monde. Ah, c'est l'influence. Donc si tu veux les sortir, c'est comme quand tu vas faire un combat de boxe ou de MMA contre le champion du monde. Si tu veux avoir ta ceinture, faut le battre. Faut pas juste faire match nul ou un tout. Il faut faire plus qu'un tout petit peu plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le sortir. Et je pense que Paris, si il y a un match, une double confrontation contre le Real avec le retour au Parc des Princes, Handicap. je pense que Paris est capable de sortir le Real. Ah, C'est ça que je veux te dire. ok. Arsenal, je ne sais pas s'ils sont capables de les sortir. Je pense que le Real est plus faible défensivement qu'il l'était pendant très longtemps. Ah oui. Donc, ils sont plus, C'est le cas de le dire. plus en danger. Ouais. Donc, moi, je ne les vois pas aller au bout. Mais on en a déjà parlé, tu vois. Mais après, c'est tellement un grand club qu'il se passe un truc comme hier soir, tu vois. PSG Real, toi, tu penses que Paris a, a toutes ses chances, mais Je pense que Paris a toutes par ses favori. chances. Ouais. Non, je pense... aujourd'hui, au moment où on se parle, les cotes, c'est 4 Barcelone, 4,50 Paris, 4,50 Real Madrid pour gagner la Ligue des Champions. Ouais, c'est 50-50, quoi. Ça veut dire que vraiment, tout le monde peut gagner. Eh, mais En prenant, attention à Arsenal aussi. Hein. Attention à l'Inter aussi. L'Inter Attention, Attention à Arsenal, hein, parce que ils peuvent aussi battre le Real, même si c'est compliqué, mais attention, le Arsenal, c'est taillé aussi. Hein. j'attends de voir quand les confrontations ont lieu. Je me souviens, à la Coupe du Monde 2018, la France jouait à chaque fois en premier. Ils regardaient tous les adversaires se jouer. Nous, on était qualifiés. Après, le Brésil a sauté, un tel a sauté. Nous, on est qualifiés. Si on se qualifie Paris en quart de finale, si c'est Arsenal, ce sera Arsenal. Si c'est le Real, si c'est Arsenal, ce sera Arsenal en demi. Si c'est le Real, Paris jouera. On a la certitude aujourd'hui, après cette double confrontation contre Liverpool, que Paris jouera son jeu. Et ça, je trouve que c'est un énorme changement C'est vrai. pour le Paris Saint-Germain, historiquement. En tout cas, de l'ère qatari, tu vois. C'est un grand changement, je trouve. Le destin est entre leurs pieds. Bon, merci messieurs, c'était très cool de vous avoir Avec plaisir. avec nous C'est dingue. après cette... Mais dis-moi, t'es parti en vacances ou pas là de... Non, Tu pourquoi m'as l'air un peu bronzé, hein. Tu trouves Ouais, Il est un peu. maquillé, je pense, Écoute, non non, mais je te jure, ça fait 2 nuits complètes d'affilée que je fais, avec plus de 5 heures de sommeil. Je pense que ça Ah, joue. ok. Ça joue beaucoup. en Ah ouais, effet. là, ça joue énormément. Ouais, quand on se croyait, j'étais dans un tunnel de 19 mois sans dormir, mais là, tu vois, j'ai fait 2 nuits à plus de 5 heures. Ça va mieux donc. Ça change. Ça change de temps. Ça va mieux. Non, j'aimerais bien partir en vacances. Hein. Bon, merci en tout cas, les gars, c'était très Merci à cool. vous. À très vite. Bon, vous C'est bien de connaissez. parler de football, je trouve, quand même. Tu vois, de on vraiment, se passait vite, hein. On a fait plus d'une heure. Ouais, on a fait de plus d'une heure vraiment d'émission, aller quand même. chercher les trucs et tout. Bon, on a été bien porté quand même par la double confrontation. Ah, du j'ai Paris un message de De Riolo. Saint-Germain. Non. message d'un des patrons d'RMC qui me dit que Walid Echarchkro va prendre la place de Dani Riolo très rapidement. De ne pas Il m'inquiéter. est trop comme ça, c'est dommage. On va vite clôturer cette émission. Merci encore Merci, je à tous et à t'embrasse. toutes d'être toujours aussi nombreux. Vous connaissez le rituel habituel sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper des petites notifications et des vidéos qui sortent sur la zone. Salut tout le monde, ciao ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'est des Démons et des Arabes.